Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre dernier grand rendez-vous de l'année. Pour clore cette année politique, nous avons choisi de vous faire prendre l'air, une bouffée d'air frais, avec un incurable optimiste, un incroyable aventurier, un scientifique qui est aussi un combattant qui se bat pour mieux connaître et mieux faire connaître notre planète. Il a encore des projets plein la tête, il va nous en parler. Un combattant qui nous enjoint de mieux respecter notre planète Terre, celle que nous mettons en danger. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer cette fin d'année en notre compagnie. Vous êtes tourneur-fraiseur de formation, Oui. médecin, Oui. scientifique, explorateur, aventurier. Vous êtes le premier à avoir atteint le pôle Nord, c'était en 1986. Quelle est d'ailleurs la ligne de votre CV que vous préférez aujourd'hui? Comment vous vous présentez? Mais tout ce que vous avez décrit, c'est effectivement mon existence. Je n'avais pas les notes pour entrer en 6e, vous voyez. Donc, je suis rentré dans un collège pratique, collège technique, et je voulais faire menuisier, donc ça allait bien, mais il n'y avait plus de place. Donc, on m'a fait tourneur-fraiseur. Et j'en profite pour souligner l'importance de la formation professionnelle jeune. Moi, j'ai repris confiance dans le cursus scolaire à travers les choses que l'on fait, les choses de la vraie vie. Et on est noté sur des choses qui étaient la technologie que j'aimais bien, les matériaux, l'atelier, vous voyez. Et après, donc, il y a une révélation, c'est pas une révélation, c'est un éveil à la scolarité. Et on a dit, ce gars-là, il faut peut-être qu'il fasse autre chose. Et on m'a orienté vers le bac. Et vous avez fait plein d'autres choses Et derrière. après, j'ai fait plein d'autres choses. Le bac, c'était un sésame que je n'imaginais pas. Alors, on va parler avec vous, évidemment, du réchauffement climatique. On va parler avec vous aussi de la nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez. Pour vous interroger, Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Damien Fleureau qui vous pose la première question, Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis Etienne. Alors, nous sommes l'avant-dernier jour de l'année. C'est donc l'heure du bilan. Qu'avez-vous envie de retenir de cette année 2018 qui se termine? Une année de tous les records en termes de hausse de température, peut-être aussi de tous les excès, malheureusement, d'un point de vue climatique. Si on parle climat et qui touche la France, ce sont les inondations qu'il y a eu dans l'Aude, surtout l'Hérault, et qui sont le reflet de l'accentuation du réchauffement climatique, si vous voulez. Ça existe depuis toujours, les épisodes Cévenol. À la fin de l'été, la Méditerranée, la surface est chaude, ça s'évapore. Il y a le vent d'est qui pousse vers les Cévennes, ça rencontre, et c'est des précipitations, une espèce de cycle de l'eau qui est connu de tout le monde. Mais là, avec la Méditerranée qui, comme tous les océans, se réchauffe démesurément, il y a une évaporation énorme, et donc les précipitations en regard sont énormes, et elles sont brutales et massives. Ça, c'est, je dirais, l'aspect difficile, l'aspect dur de ce qui nous attend. Et nous sommes peut-être moins préparés aussi. On est moins préparés. Si vous voulez, il y a cet épisode-là, à un moment donné, les gens se sont plaints, mais pourquoi on n'a pas été prévenus? Il faut comprendre que c'est un épisode extrêmement massif, qui reflète un peu ce qui se passe dans les Antilles, les cyclones. C'est une évaporation énorme de l'eau en Méditerranée qui est tombée d'une manière massive à laquelle personne n'était préparé à recevoir autant d'eau. Donc il faut savoir qu'il faut se préparer à ça. On voit les maisons, effectivement. Donc je me dis peut-être mettre les maisons sur pilotis. Un jour, je ne sais pas, il va falloir s'élever certainement parce que ça ne va pas s'arrêter. Mais ce cycle de l'eau, vous dites, c'est ça le signe extérieur finalement du réchauffement climatique. 93%, c'est un gros chiffre, 93% de l'excès de chaleur dû au réchauffement climatique est absorbé par les océans. 93%. L'air ne capte pas, ne stocke pas. C'est les océans qui stockent. Donc quand l'océan se réchauffe, d'abord il se dilate. C'est une des raisons de la montée du niveau des eaux, la dilatation. En plus, il y a des évaporations énormes. Si vous voulez, alors certains endroits, donc, il y a des précipitations colossales, on vient de l'évoquer, et d'autres endroits, ce sont des sécheresses dramatiques. Il faut regarder à l'échelle planétaire. Comme la Californie, par exemple, les incendies là-bas, c'est ce phénomène? La Californie, bien sûr, ces incendies, ils reflètent une sécheresse importante, mais alors la sécheresse dramatique, c'est aussi en Afrique du Sud, en Australie, en Asie du Sud-Est, en Afghanistan. Vous voyez, quand Donald Trump racontait l'année dernière, il va le raconter cette année de nouveau, qu'il faisait très froid à New York et à Montréal. C'est normal, c'est un climat continental. En disant, regardez, il nous raconte des histoires, regardez comme il fait froid. Il oubliait de dire une chose, et c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est qu'en même temps, de l'autre côté, dans l'hémisphère sud, c'était des canicules, c'était des sécheresses qu'on vient d'évoquer. On parle de la dérégulation à l'échelle planétaire. Alors Nicolas justement, vous parcourez la planète depuis près de 50 ans.
Qu'est-ce que vous avez vu changer de vos yeux, notamment, on pense évidemment au pôle Nord. Qu'est-ce qui a vraiment physiquement changé sur cette planète depuis quelques décennies, au fond? Alors, tous les ans, effectivement, les satellites nous montrent que la banquise, donc là on parle du pôle Nord, le pôle Nord c'est un océan gelé avec une couche de glace qui s'appelle la banquise, qui faisait, moi j'y étais en 1986, au pôle Nord, elle faisait à peu près 1,80 m, 2 mètres d'épaisseur moyenne. Aujourd'hui, elle fait 1,20 m d'épaisseur. Et la surface régresse, on le voit avec les satellites. Ce que j'ai constaté, en 86, donc j'y suis allé à avril-mai, avril c'est la fin de l'hiver, donc une glace compacte, etc. Je l'ai survolé en ballon. J'ai traversé l'océan Arctique en ballon, c'était en 2010, il n'y a pas longtemps. Alors la surprise, d'énormes étendues d'eau libre. Et avec de nouvelles voies d'ailleurs pour la navigation. Et c'est la fin de l'hiver. Donc voilà. Alors l'ouverture, effectivement, la fonte de la banquise, à la proximité des côtes, ouvre effectivement des voies navigables. Alors ça, c'est une interrogation. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado, si vous voulez? Il y aura quand même toujours de la glace. Le passage du Nord-Ouest, cette année, n'était pas navigable, par exemple, pendant l'été. Il y aura toujours de la glace en hiver, si vous voulez. On parle aussi d'exploitation des ressources. Il y a du gaz. Il y a Stockman, qui est un énorme réservoir de gaz, qui est le second après celui du Qatar. Il y a du gaz, vous voyez. Et alors on dit la fonte de la banquise va permettre l'accès à ces zones-là. Mais non, c'est pas la fonte de la banquise. C'est quand le niveau du baril sera suffisamment élevé, si tu veux, pour amortir les coûts d'exploitation de ces zones-là. Vous avez vu donc ce paysage-là évoluer depuis près de 50 ans, Jean-Louis Etienne. Est-ce que vous êtes capable de nous décrire, si on ne fait rien, si on ne prend pas la mesure du fait qu'il faut vraiment là changer les choses, quels vont être les impacts les plus visibles sur la géographie d'abord de la planète Terre? La montée du niveau des océans. Actuellement, le niveau de l'océan monte de 3,2 mm par an, en moyenne. 10 ans, ça fait... Vous voyez ce que je veux dire? 10 ans, 3 cm et quelques, évidemment. Ça avance. Ça avance. On voit sur certaines côtes atlantiques, par exemple, un bâtiment qui a été construit, c'est toujours le même qu'on le montre, mais un bâtiment qui a été construit à une centaine de mètres et aujourd'hui, il est au bord du précipice. Le bâtiment Signal? Oui. En Californie, c'est pareil. Donc, on va voir ce niveau de la mer qui va monter. Et puis, quand on sait qu'en 2050, on sera certainement 10 milliards, et on pense que 75% de la population sera amassée dans des grandes mégapoles, si vous voulez. Et quand vous regardez la géographie, elles sont souvent près des côtes. Vous voyez donc où est-ce qu'on va se retirer? Les îles basses, etc. Donc ça, c'est une réalité. Et pour qu'on ressente dans sa chair, moi j'aime bien parler de ça, la Terre, elle a 38 aujourd'hui. Elle a pris 1 degré en un siècle. Ce n'est pas perceptible. On ne perçoit pas un réchauffement d'1 degré en un siècle. Donc on va dire que la température normale, c'était 37, 38. Oui, pour l'instant, on dit que c'est une petite fièvre, quoi. Exactement. C'est pas très grave. Une petite fièvre, mais quand on a 38, on n'est pas bien. Vous voyez, la Terre, elle en est là aujourd'hui. Après, c'est la phase des complications. On commence à entrer dans la phase des complications. 2 degrés, c'est 39. À l'échelle de la planète, c'est une énorme quantité de chaleur accumulée. Et justement, sur un point de vue économique, ces changements, on peut parler d'activités touristiques qui se trouvent impactées. Il y a aussi peut-être des opportunités. On parle par exemple de vignobles en Bretagne. Certains, dans le Bordelais, se disent il y a peut-être à faire sur ce territoire, sur cette région, avec la hausse de la température. Oui, on voit bien, effectivement, j'étais dans le Bordelais il n'y a pas longtemps, là. Ça monte un petit peu le degré. Le degré du raisin monte un petit peu. Pour le moment, il n'envisage pas de se déplacer. Le terroir est là, si vous voulez, mais vous avez raison. Il y a déjà des pousses de vignes en Bretagne, des choses qui tentent. Et puis, ça c'est en France, mais vous avez toute la Sibérie, toutes ces terres-là qui vont agrandir le territoire agricole de la Russie. Vous avez des espèces qui se déplacent. On a des balistes qui sont des poissons tropicaux qui sont aujourd'hui au large de la Bretagne. Donc on voit que même les espèces, si vous voulez, elles commencent à migrer. Il n'y a pas que les humains, il y a les espèces qui commencent à migrer, progressifs. D'humanité qui va devoir, on parle de migrants aujourd'hui climatiques, ça commence déjà à se voir et c'est ce qui va se développer dans les années qui viennent. Je lisais un article sur l'Afghanistan, on ne parle que de l'Afghanistan, en général des talibans, mais il y a une population en Afghanistan qui est en train de mourir de faim par sécheresse, qui doit se déplacer. C'est une réalité. Hein. Est-ce que ces changements climatiques vont aussi nous pousser à nous nourrir différemment et d'ailleurs, devrait-on se nourrir différemment, manger d'autres choses
pour ralentir ce réchauffement? On a en France quand même des élevages de viande, enfin de bovins, sur des prairies, etc. Donc ça c'est bien, parce qu'en fait, ce bétail, on va dire, ces animaux mangent de la prairie, mais ça perturbe pas l'écosystème. Donc il faut continuer à manger de la viande, de ce point de vue. Raisonnablement. Oula, attention. Par contre, Nicolas, les élevages intensifs, on rase la forêt au Brésil pour faire pousser du soja qui va alimenter des vaches, des veaux, des bœufs qui seront en Chine parce que les Asiatiques se mettent à manger de la viande. Il faut 13 tonnes d'eau pour faire 1 kilo de viande. Enfin, c'est complètement démesuré. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est dramatique. Il faudrait consommer de la viande avec 2 fois par semaine, ça serait bien. Moi, je suis nutritionniste et on me dit tout le temps, il faut réfléchir. Vous voyez, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez faire un régime bien équilibré, etc. Par exemple, on a mangé de la viande aujourd'hui, on n'en mangera pas demain. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'étaler. Alors, ça, c'est pour nous. Il faut manger quoi d'autre? Ou éviter quoi d'autre? Alors, mais attends, il y a des céréales, qui amènent des quantités de protéines intéressantes. Les œufs, l'œuf, c'est génial. L'œuf, ça contient tout. Un œuf, c'est en valeur protéique. Un œuf, c'est 100 grammes de viande. Donc, les œufs, c'est quelque chose qui est tout à fait... Et c'est équilibré, en plus, c'est intéressant. Manger des végétaux, mais c'est des céréales qui sont riches en protéines. C'est quelque chose sur lequel il faut se mettre. Mais vous, par exemple, vous avez changé votre mode d'alimentation depuis quelques années en prenant conscience des implications que ça avait sur le réchauffement climatique, notamment. Oui, je ne sais pas si je vous dis, j'ai fait un... Êtes-vous exemplaire? Dites-nous, Jean-Louis Etienne. Non, c'est prétentieux, ça, de dire on est exemplaire. Mais on fait attention. Je fais attention. Donc, comme je vous le dis, j'ai fait un DESS de nutrition, donc je vois à peu près ce qu'il faut équilibrer dans ces repas. Et donc, ce qui tue, en fait, ce qui nous fait du mal, c'est l'excès. Donc, il suffit d'étaler ces portions. Moi, je suis très équilibré végétarien quand même. Jean-Louis Etienne, explorateur, scientifique et tourneur-fraiseur, est notre invité, l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. 10h-11h, le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. L'explorateur Jean-Louis Etienne est l'invité du Grand Rendez-vous. Une question de Nicolas Barré. Jean-Louis Etienne, vous venez de nous décrire les effets dramatiques du réchauffement climatique et pourtant, d'une conférence sur le climat à une autre, COP21, 22, 23, 24, eh bien, on voit qu'on échoue à lutter contre le réchauffement climatique. La COP24, mi-décembre, l'a encore montré. Et au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas carrément en prendre acte et se dire, voilà, dont acte, nous n'y arrivons pas et donc il va falloir qu'on s'adapte à ce réchauffement? Il va falloir qu'on s'y adapte, il va falloir qu'on lutte contre ça, mais il ne faut pas arrêter les COP. Elles sont là pour sonner le tocsin régulièrement, même si le résultat... Mais ça ne sert pas à grand-chose, on le voit. Mais si, parce que, imaginons le contraire, que la COP24 se termine, mais on n'a pas trouvé un accord. Donc c'est l'effondrement planétaire, parce que c'est suivi quand même. Elles sont suivies, ces conférences. On dit, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Un accord. Très peu de personnes connaissent le contenu de l'accord. Si vous réfléchissez bien à un accord qui est signé le dernier jour dans les prolongations, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais qu'il faut sauver l'histoire. Et donc c'est un accord symbolique ou qui sert quand même à quelque chose? Non, il n'est pas symbolique, parce que l'accord de Paris, la COP21, c'était vraiment des lignes de conduite qui sont proposées aux États. Les États, les 196 pays ont fait une feuille de route, si vous voulez, et ils se sont engagés à suivre cette feuille de route. Le tocsin a été rappelé par le GIEC qui dit « Attendez, on n'y est pas, on est loin du compte ». Donc ils se sont réunis pour de nouveau essayer de trouver de la contrainte. Mais le sujet est compliqué. Celui qui était le plus heureux, je dirais, du résultat, c'était le président polonais. Je l'ai noté, il était secrétaire d'État au ministère polonais de l'énergie. Il jouait sa tête, le gars-là. Imaginez, si vous voulez, en Pologne, qu'il y a un désaccord, 80% de l'électricité en Pologne est faite au charbon. Et le charbon, c'est l'ennemi numéro 1 du climat. Donc on voit bien que ce sont des résultats de diplomates qui arrivent à trouver un dénominateur commun minimal de manière à ce que tout le monde se mette d'accord. Mais il ne faut pas compter sur... Je veux dire, les décisions qui sont prises, elles seront encourageantes.
mais c'est sur le terrain que l'action est faite. Mais justement, Jean-Louis Etienne, ces décisions prises par des responsables politiques, finalement, elles sont peu comprises ou pas intégrées par l'opinion. On voit aussi qu'il y a un rejet de l'opinion des élites, des intellectuels. Est-ce aussi pour cette raison que l'on n'écoute pas, peut-être suffisamment, les scientifiques comme vous ? Non, je crois que les scientifiques sont écoutés, mais il faut comprendre quand même que le problème est énorme. On est en train de changer l'économie planétaire. Le monde marche au charbon. Pour nous, Français, le charbon, c'est les corons que chante Renaud, c'est le musée de la mine. Il en reste 2 centrales thermiques au charbon. Mais le monde marche au charbon. La Chine, l'Inde, l'Allemagne et la Pologne. Donc le charbon est le produit énergétique numéro 1 utilisé à l'échelle planétaire. Et c'est le pire ennemi du climat. Justement, on a appris récemment que la consommation de charbon dans le monde était repartie à la hausse. Oui. Ce qui est évidemment un très mauvais signe. Alors c'est du fait de pays comme la Chine, d'autres pays, mais également, vous le disiez, de la Pologne, mais également de l'Allemagne, qui émet davantage de CO2 aujourd'hui depuis qu'elle a décidé de sortir du nucléaire. Est-ce que c'était une erreur de vouloir sortir aujourd'hui du nucléaire de la part des Allemands ? C'est un choix politique à un moment donné d'Angela Merkel, c'est évident, mais on n'a aucune idée. Non, les personnes qui sont en manette le savent, on a une consommation énergétique colossale. On ne s'en rend pas compte, l'énergie que l'on consomme et les besoins énergétiques. Donc effectivement, ils se sont retrouvés à court d'énergie, mais ils le savaient. Donc ils ont continué l'activité des centrales au charbon. Ils sont repartis l'exploitation des mines de lignite qui sont dans le nord, l'ancienne Allemagne de l'Est. Ils achètent du charbon aux États-Unis parce que les États-Unis sont passés au gaz de schiste. Donc, ils sont repartis au charbon. C'est le combustible le moins cher. Mais donc, finalement, c'était une décision assez désastreuse pour l'environnement. Eux, ils disent que non, parce qu'ils continuent à investir sur les énergies renouvelables. Donc, ils compensent en disant, nous, on continue à investir. On est dans une phase de transition qui est négative pour le moment, pour nous. Et est-ce que la France qui choisit cet horizon-là, alors pas de suppression totale du nucléaire, mais à l'horizon 2035 de diminuer la part du nucléaire, est-ce qu'elle fait le même choix un peu hasardeux parce qu'on n'a pas aujourd'hui les énergies renouvelables nécessaires pour arriver à cet abaissement du seuil du nucléaire ? Là, on parle du climat. Il y a deux ressources énergétiques décarbonées, les renouvelables et le nucléaire. Il est évident qu'en France, 7 prises sur 10 à la maison est alimentée par les centrales nucléaires, 70% de l'électricité. Donc la question se pose effectivement, est-ce qu'on peut se passer à la fois des fossiles et à la fois du nucléaire ? Peut-on tout miser sur le renouvelable ? Moi, je ne pense que non. Parce qu'on fait le bilan de l'énergie que reçoit la Terre du Soleil et une part de géothermie. Je pense qu'on peut passer en devenant à l'échelle domestique. Quand on survole la France, on voit qu'il y a beaucoup de maisons, beaucoup de pavillons. Je pense que si on a une maison avec un jardin, si on est attentif à la préciosité de l'énergie, on met des panneaux solaires... On peut être autosuffisant. Oui, avec des panneaux solaires photovoltaïques, des panneaux solaires thermiques, une petite éolienne à axe vertical, ça ne gêne pas, un peu de géothermie. Mais ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas prêt à grande échelle. Pourquoi ? Pour l'industrie ? Mais si on veut, pour faire tourner le métro et le RER à Paris, il faudrait 400 éoliennes de 2 MW. C'est celles qui sont installées dans nos campagnes, les deux. Et qu'il y ait 25 km/h de vent en permanence. Et si un jour le vent s'arrête, tout s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la densité énergétique des renouvelables est relativement faible. L'étendue est énorme. Si on voulait, par exemple, capter toute l'énergie qui descend dans la vallée du Rhône un jour de Mistral, si on captait tout ça, on a de quoi alimenter plusieurs grandes villes, si Donc vous ça, voulez. c'est la recherche. À un moment donné, peut-être qu'on sera capable... Mais non, mais il faut multiplier les éoliennes. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on veut tout capter. Donc, à ce moment-là, on met des éoliennes partout. Il y a un problème d'acceptation. Et puis, le vent s'arrête. Et par contre, on le remplace, si vous voulez. Donc, il faut être capable, tout d'un coup, d'apporter de l'énergie pour remplacer la faillite, pas la faillite, mais la temporalité Donc, pour l'instant, vous nous dites qu'il n'y a rien de mieux que le nucléaire. L'intermittence, je cherchais le mot, oui. Pour l'instant, vous nous dites qu'il n'y a rien de mieux que le nucléaire. Si on veut décarboner, le nucléaire se présente là. Alors, sur le nucléaire, j'y ai réfléchi longtemps, parce que c'est facile de dire qu'on est contre, mais quand vous voyez l'électricité que ça nous procure, on ne peut pas tout d'un coup dire on va s'arrêter. Donc,
dans des assemblées comme ça où c'est un sujet délicat, le parler nucléaire. E égale MC2. Je commence par ça. Tout le monde aime Einstein. Tout le monde adore Einstein. E égale MC2. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse de la matière. C, c'est la vitesse de la lumière. Dans une fission de noyaux lourds ou une fusion de noyaux légers comme il y a dans le Soleil, vous avez une quantité d'énergie qui est proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. En fait, c'est monstrueux. Donc il y a là un gisement important. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la génération 2, les centrales actuelles qui ont été conçues il y a 50-60 ans. Ça ne veut pas dire qu'elles sont usées et en bout de course, mais conception ancienne. Il y a une nouvelle conception, c'est l'EPR. Pour le moment, il n'y arrive pas trop en France. Il tourne en Chine, ça y est. La Chine vient de lancer. Ce qui est intéressant, c'est la génération 4, c'est-à-dire à électrons rapides. Ce sont les digesteurs qui vont pouvoir consommer nos déchets, si vous voulez, et qui vont permettre d'avoir une ressource importante. Parce que, on l'évoquait tout à l'heure, 10 milliards de personnes regroupées, si vous voulez, dans des communautés urbaines où 75% sera là, il va falloir beaucoup d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir alimenter en eau toutes ces populations. Elles sont en général au bord de la mer. On va dessaler l'eau de mer dans le futur. Les gens ne vont pas crever sous la canicule. Ils vont vouloir mettre une clim. Vous voyez ? Donc, on va vers une consommation importante. Et si on veut décarboner, c'est ces deux éléments. Mais quand je parle du nucléaire, je parle de la génération qui va arriver dans 50-60 ans, vous voyez. Il ne faut pas arrêter la recherche sur le nucléaire. Est-ce que vous pensez, Jean-Louis Etienne, qu'il faut changer de modèle économique pour parvenir à ce que vous dites, à essayer de limiter les effets du réchauffement climatique ? C'est une énorme question que vous posez, changer de modèle économique. Celui qui peut le changer, c'est le consommateur. Vous voyez, donc chacun à son échelle. Faire attention à ce qu'on achète quand on est particulier, famille, dans son métier. Si donc vous ce n'est pas voulez. une décision qui vient d'en haut, c'est à nous tous de prendre... L'application, elle vient toujours du bas, de celui qui la met en œuvre, si vous voulez. Les directives, elles sont données. On voit aujourd'hui qu'il y a des ajustements par rapport à des situations qui ont été révélées par les Gilets jaunes. Il y a des ajustements. Mais si on veut vraiment aller vers une économie beaucoup plus sobre, c'est aux citoyens à prendre des responsabilités, à chacun à son niveau. Quand on voit que des grands leaders politiques mondiaux comme Donald Trump, comme Bolsonaro au Brésil, comme d'autres, ont l'air de se désintéresser complètement de ces questions de climat, est-ce que ça ne vous rend pas pessimiste sur la possibilité de vraiment lutter contre le réchauffement, puisque c'est un enjeu qui concerne toute la planète ? Ça me rend pessimiste, pas seulement sur le climat. Ça me rend pessimiste sur l'évolution, effectivement, de ces chefs d'État quasiment dictatoriaux dans leur prise de décision. D'ailleurs, Bolsonaro, il n'a pas voulu la COP. La COP, normalement, la suivante, elle devait être au Brésil. Mais ils reçoivent un certain soutien de leur population, de leurs administrés. Oui, mais je pense qu'il y a eu un mirage qui était le Brexit. Il y a quelques illusionnistes qui ont fait croire aux anglo-saxons, à l'Angleterre, qu'on allait pouvoir s'en sortir, etc. Bien. Et puis ces deux-là, le maire de Londres et l'autre, quand on leur a dit écoutez, ça y est, vous avez gagné, prenez les clés, ils n'ont pas pris les clés. Vous voyez ce que je veux dire ? Le sujet est d'une grande complexité. Il y a une telle dépendance mondiale aujourd'hui de l'économie qu'on ne peut pas fermer les portes. Et je vois que ces gens... Je crois que Bolsonaro, son jeu, c'est de se mettre bien avec Donald Trump. Parce qu'il a compris que là, il y avait des gisements, une aide, etc. Donc c'est des coalitions qui sont essentiellement politiques. Il n'en a absolument rien à faire du climat. Et il propose d'ailleurs... Mais ils font peser quand même une menace sur le climat. Absolument, surtout le Brésil. Le Brésil, si vous voulez, c'est avec l'Amazonie, évidemment. Un des poumons. Bien sûr. Un des poumons. Pour expliquer les choses simplement, le CO2 qu'on dégage en prenant sa voiture ce matin, ça part dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est tout petit. C'est tout fin. On charge, on est en train de charger. Et il n'y a que la nature qui peut le recycler. On n'a pas d'aspirateur, de choses qui fait que tout d'un coup, on pourrait recycler. Non, il n'y a que la nature à travers ce qu'on appelle la photosynthèse. Les plantes, ça c'est le privilège des plantes, elles se nourrissent en regardant le soleil, les pieds dans l'eau, elles prennent le gaz carbonique qui est dans l'air, elles en font du glucose pour se nourrir et elles nous libèrent de l'oxygène avec lequel on vit. Donc il n'y a que les plantes qui peuvent recycler. C'est pour ça qu'on dit arrêter la déforestation, réhabiliter les sols. À terre et en mer, il faut absolument protéger l'écosystème maritime parce que c'est un puits de carbone aussi important. Alors on va parler justement de cet écosystème maritime puisque vous avez des projets, vous allez nous expliquer vos projets. Jean-Louis Etienne, l'explorateur, le scientifique et l'invité du Grand Rendez-vous, on se retrouve dans un instant. On vous avait promis un bol d'air frais, c'est pour maintenant parce que vous allez nous raconter, Jean-Louis Etienne,
Dans quelle nouvelle expédition vous souhaitez vous lancer? Alors, il s'agit d'un bateau qui s'appelle Polarpod et vous souhaitez aller en Antarctique. On rappelle où c'est l'Antarctique? Arctique le nord, Antarctique le sud. Et alors, que souhaitez-vous aller faire dans l'Antarctique? Alors, l'Antarctique, c'est un continent. J'ai évoqué que le pôle Nord était au milieu d'un océan gelé. L'Antarctique, c'est l'opposé. C'est un continent immense qui est grand comme 28 fois la France et recouverte de 2,5 km d'épaisseur moyenne de glace. Ça, c'est la grande réserve d'eau douce de la planète. Et tout autour, il y a un océan qui circule. On peut dire qu'il circule. C'est un courant qui fait le tour de l'Antarctique et qui est une espèce de courroie de transmission entre les 3 océans, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. C'est absolument géant. Donc j'invite ceux qui nous écoutent là ou qui nous regardent de prendre la Terre, de la sortir des 2 clous à la maison là, et regarder l'hémisphère sud avec le pôle sud devant. Vous vous rendez compte que l'hémisphère sud, c'est un immense océan, absolument géant. Et donc toutes les publications sur cet océan se terminent, on a besoin d'y aller. On a besoin de mesurer in situ. Pourquoi on a besoin d'y aller? On ne connaît pas encore bien, il est inconnu on connaît encore. Bien sûr des choses, il y a des missions qui se font, il y a les satellites qui nous ramènent de l'information. Il y a des bases. Les bases sont sur le continent antarctique. Là, nous allons étudier l'océan qui est autour. Et il y a des instruments qu'on appelle des balises Argo, qui sont des profilers, qui font... Il y a bien sûr de l'information. Mais il y a une mesure qui serait intéressante à faire avec précision, qui ne peut être faite que sur place, c'est l'échange entre l'atmosphère et l'océan. Cet océan immense, c'est un océan d'eau froide. Et le CO2 qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui est le responsable du réchauffement climatique, le CO2 se dissout dans les eaux froides. Donc la question, c'est quel rôle cet immense océan joue-t-il sur l'équilibre climatique? C'était ça ce qui m'a incité à dire, mais il faut y aller. Quoi. Alors on y va comment? C'est un océan qui bouge, tous les marins qui y passent régulièrement, c'est le fameux 50e hurlant, entre 50 et 55 sud, donc ça bouge. Le principe, si vous voulez, c'est que les bateaux sont posés sur la zone de conflit. J'aime bien ça. La zone de conflit en mer, c'est là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues. Donc on est au pire endroit. On est au pire endroit. En fait, donc il faut s'ancrer profond. Vous voyez donc, parce que le vent souffle, ça creuse, et à un moment donné, dessous, c'est relativement stable. Et donc, si vous avez un grand flotteur vertical qui descend à 80 mètres sous l'eau, vous êtes pris dans des eaux beaucoup plus stables. Et là, à la surface, il faut offrir le minimum d'impact aux vagues. Donc, c'est un grand treillis comme ça. Donc, c'est un bateau sans voile. Alors, on a des petites voiles quand même, parce qu'on a l'obligation d'être manœuvrant. Le moteur principal, ça va être le courant. On est 0 émission, on est un vrai thermos, on est isolé. Vraiment, il n'y aura aucune perte. Il y a 6 éoliennes qui vont nous produire de l'énergie. Et on s'apparente un peu à la station spatiale internationale, dans le sens où il y a beaucoup de capteurs. Aujourd'hui, il y a 12 pays, 52 institutions, c'est bourré de capteurs. Il y aura 4 ingénieurs pour les faire tourner et 3 marins. Et donc, on va dériver grâce au courant. Et on a quand même l'obligation, pour répondre à votre question, d'être manœuvrant. Donc, on a des voiles que l'on peut mettre d'un côté ou de l'autre qui nous font une poussée asymétrique si jamais on devait... Mais pas de moteur. Vous disiez zéro émission, pas de moteur? Non, il n'y a pas de moteur. On a quand même groupe électrogène de secours si jamais on en avait besoin, panne de vent dans le secteur ou je ne sais pas quoi. Donc on a quand même des groupes électrogènes, mais pas de moteur pour nous déplacer. Qui vous soutient dans cette expédition? Alors, comment ça marche? Vous avez réuni des capitaux publics, privés, enfin, parce que j'imagine que ça a un coût assez élevé. C'est un parcours d'endurance. On me demande toujours comment psychologiquement vous vous préparez. J'ai dit le montage financier des projets, c'est le parcours d'endurance. Plus difficile que la mission, peut-être. Ah mais non, mais trouver des solutions techniques, c'est passionnant. On arrive, s'entourer d'équipes, c'est intéressant. Et après, il faut trouver effectivement le financement. Donc, on a bénéficié à un moment donné, avec le président Macron, d'un appel au One Planet Summit. Donc, il a annoncé que ce projet-là, c'est un projet très climat. C'est un projet... Moi, j'ai commencé ce projet aux États-Unis. Je suis resté 2 ans. Mon principal support, c'était l'ambassadeur de France à Washington, François Delattre, qui aujourd'hui est aux Nations Unies. Il m'a dit, attends, c'est génial ce projet-là, il faut en faire une ambassade de l'audace technologique, de l'audace scientifique française. Française, pas internationale, française. Non, mais oui, parce que c'est nous qui le portons. Et donc, il m'a invité, son service m'a invité, je l'ai présenté au MIT, où j'étais invité, Georgia Tech, Caltech, toutes ces grandes institutions américaines, et je suis revenu avec des lettres d'intérêt. Et donc, bien sûr, les scientifiques français ont adhéré à l'initiative de ce projet. Donc, le président Macron, Ségolène Royal avait joué un rôle important au départ pour l'initier. Le président Macron donc, a annoncé son soutien. Et moi, je dois réunir les partenaires privés pour l'expédition elle-même. Et donc, ça fait partie de mon travail. Donc, c'est l'État français, pardonnez-moi, c'est l'État français qui va assurer la construction.
La construction, c'est un navire qui est appelé à être... Il y a un précédent qui est américain comme ça, sur lequel il travaille de temps en temps. C'est un bateau qui va permettre d'étudier les courants. C'est important dans l'évolution du climat, qui va permettre de faire de l'acoustique, des choses comme ça. L'État investit sur la construction. Moi, je réunis les fonds privés pour l'expédition Donc elle-même. vous lancez encore un appel aux entreprises pour oui, boucler le financement de l'ensemble. J'en ai quelques-unes. Venez sur ce projet-là, parce que moi, ça fait 40 ans que je mène des expéditions. Ce sont des sujets de rêve pour la jeunesse. Et en même temps, ce sont des supports pédagogiques formidables. Parce que l'aventure, ça permet de faire des liens, des passerelles attractives entre la science qui est un peu ingrate et le terrain. Mais qu'est-ce qui coûte cher c'est l'ingénierie, c'est la conception, la fabrication? L'ingénierie, elle est pratiquement terminée aujourd'hui. Il est certifié Bureau Veritas. Le Bureau Veritas, qui a ses exigences, nous a demandé de pouvoir affronter la vague cinquantennale. Hein, la vague On se prépare au pire. Alors, c'est quoi la vague cinquantennale? Elle fait 31 mètres de haut. Entre le creux et la crête, elle arrive toutes les 18 secondes et ça dure 3 heures. Voilà, donc il a fallu répondre à cette exigence qui est réelle. Donc on a fait des maquettes, on les a essayées. Ça, c'est terminé. Il y a la construction. La construction, un outil comme ça, avec les équipements scientifiques, c'est 15 millions. Et ensuite, l'exploitation. C'est pas plus cher qu'un Vendée Globe ou la route du Rhum avec un super bateau. Et alors, vous le disiez, il y a 4 personnes dans ce bateau. Ouais. Pendant combien de temps? Et vous-même, vous ferez partie des 4? Alors, il y a 3 marins et 4 ingénieurs. Et Ah oui. en général, je dirais il y a 7 personnes. 7 personnes, alors. J'ai dit 3 marins et 4 ingénieurs. On me dit, et moi? Mais attendez, oui. Donc, il y a 8 cabines, petites, hein. Ouais. Donc, moi, j'irai, bien sûr. Combien de temps Ça dure vous 2 ans. retrouvez 2 ans le tour, mais on fait pas. Il y a des relèves d'équipage tous les 2 mois. Donc, on n'est pas D'accord, condamné vous à y passez 2 rester. mois dans le bateau. Oui, 2 mois. Et la nouveauté de cette expédition, c'est qu'on pourra la suivre en temps réel, ou en tous les cas, vos travaux, vos analyses, vous allez remonter par satellite une partie de vos observations? Oui. Aux États-Unis, ils ont appelé ça the POD Project. POD, P-O-D Project. Polar Ocean Data. Parce qu'en fait, je l'évoquais tout à l'heure avec la station spatiale, on est une plateforme d'acquisition de données dont une partie seront en libre accès, qui va permettre de faire de la pédagogie, et puis de l'information générale. Et puis certains laboratoires auront des mesures plus précises pour faire des publications. Alors, Juste un mot, pardon. Comment vous convainquez les entreprises quand vous allez les voir pour obtenir de l'argent, du financement? Difficile. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est difficile? Oui. Ouais. C'est difficile parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Tout le monde trouve ce projet absolument génial. C'est digne de Jules Verne. Absolument important pour la connaissance de la planète, pour l'évolution du climat, pour la biodiversité, parce qu'on a 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. Et là, on met des hydrophones, des micros sous l'eau. Pour écouter Ça sert à quoi? quoi? Et on écoute la faune. On fait un inventaire de faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Oh, ça, c'est un éléphant de mer. Ben, je m'arrête là. Mais pour en avoir entendu, je sais que ça fait comme ça. Et donc, par écoute, on dit tiens, des orques, tiens, des baleines bleues, tiens, machin. Donc, on va faire par acoustique. Donc on va faire un bestiaire, on va faire un bestiaire de la faune. Oui. Et un inventaire. Troisièmement, c'est les mesures satellites qu'il faut valider. Les satellites sont les meilleures observations de la planète, mais il faut valider au sol la mesure. Et microplastiques et contaminants, c'est le 4e axe qui sont arrivés là. C'est quoi le calendrier de ce projet? Vous commencez la construction Normalement, du bateau c'est bientôt? mon souhait que la construction commence au 2e semestre de l'année qui arrive. Ensuite, il y aura des essais, bien sûr. Et le départ de la mission, ça devait être en octobre 2021. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour les convaincre? C'est un absolument magnifique projet. C'est un entraînement formidable pour la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit ambitieuse. Ce sont des projets qui donnent de l'envie. Et puis, les Nations Unies ont décrété que la décennie qui arrive, ce sera la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques. On se rend compte que l'océan joue un rôle essentiel à la fois pour le climat, pour la nourriture, pour la nutrition de cette population croissante. Et donc, il faut insister sur la recherche océanique. Le chantier naval sera en France? Alors, moi, je ne suis pas le maître d'ouvrage, c'est Ifremer qui va être maître d'ouvrage, et c'est lui qui fera ce qu'il faut pour choisir le chantier. Comment vous allez vous servir de cette expédition pour faire ce que vous aimez faire, c'est-à-dire aussi de la pédagogie avec les enfants, pour leur inculquer cette espèce de gène environnemental? Oui. Parce que je crois que c'est une expression à vous, Oui, ça. oui. Comment vous allez vous servir de cette expédition Vous savez, j'ai Polar commencé Code? les premiers projets avec Edutel. Je ne sais pas si certains se souviennent d'Edutel, mais c'était le Minitel de l'éducation nationale. On envoyait quelques phrases, puis ensuite il y a eu Calvacom, puis ensuite on a pu envoyer des images. Et aujourd'hui, on fait des transmissions, on fait des directs depuis là-bas. Donc vous avez... Donc quand vous serez parti, vous serez en direct avec des enfants français dans les écoles? Oui. Alors déjà, le son, c'est magique.
Et bon, maintenant aussi, on peut envoyer l'image. Alors, moi, j'ai une équipe qui travaille en amont, c'est-à-dire qui décortique tous les objectifs de la mission. Vous voyez, par exemple, le PolarPod a été le sujet du concours général des sciences de l'ingénieur l'année dernière. Donc, à tous les niveaux, ça peut être le support d'un projet pédagogique. Il y a des équipes qui décortiquent et qui donnent aux enseignants des suggestions. On a vu l'importance de la communication, par exemple, avec Thomas Pesquet. On parlait de la Station spatiale internationale. La médiatisation, c'est fondamental. Mais c'est fondamental. Regardez comme il nous a raconté des histoires. Et il y a certainement des astronautes en herbe aujourd'hui. Et vous voulez vous raconter, une fois que vous serez parti, la même histoire vue de l'Antarctique? Mais avant, on va commencer dès la construction. C'est un sujet... Il faut faire de la technologie. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un ambassadeur de la formation professionnelle précoce. Et j'aimerais bien voir des jeunes apprendre à souder sur... voilà, donc j'en avais parlé à Jean-Michel Blanquer en lui disant qu'on va faire des polarpods qui font 4 ou 5 mètres de long, vous voyez, dans les établissements professionnels, dans les lycées professionnels. Il y a des soudeurs, il y a des électriciens, des électroniciens, ils vont faire leur polarpod de la taille d'un conteneur de 20 pieds, c'est-à-dire nous on l'amènera là-bas et on le mettra dans le courant circumpolaire. Donc les lycées vont pouvoir faire participer à tous les niveaux. Moi je suis une tentation pédagogique très ancienne, j'aime ça. Et parmi, du coup, ceux qui construiront ces maquettes, peut-être qu'il y aura des futurs Jean-Louis Etienne qui, au départ, font tourneur-fraiseur et puis qui prendrendront votre relève. Je suis sûr que c'est possible, quand on a une idée. Donc, on peut s'adresser aux parents, parce que c'est les parents qui décident de l'orientation quand on est en 3e. Quand vous avez un enfant qui n'est pas au jeu, pas qu'il est couillon, mais le canevas de lecture qu'on propose ne lui convient pas. C'est une perte d'énergie, c'est l'abandon de la confiance en soi. Et donc revenir dans la vraie vie, dans les choses de la formation professionnelle. Et puis l'intelligence, elle est là, l'ambition, elle est là, la créativité, elle est là. Et une fois que vous avez trouvé le bout de la pelote où vous allez pouvoir vous engager, à ce moment-là, c'est pour ça que je pense qu'on peut refaire mon parcours aujourd'hui. Jean-Louis Etienne, l'explorateur, le scientifique qui s'apprête donc à repartir en Antarctique est l'invité du grand rendez-vous. On se retrouve dans un instant. L'explorateur Jean-Louis Etienne est l'invité du dernier grand rendez-vous de l'année. Une question de Damien Fleureau pour vous, Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, une question d'actualité. Nous avons vécu en cette fin d'année un épisode inédit par sa virulence, sa durée, cette révolte, cette colère des Gilets jaunes. Une révolte sociale liée à un ras-le-bol fiscal avec une étincelle, la taxation du carburant. La crise s'est ensuite étendue à la question du pouvoir d'achat dans sa globalité. Elle pose une question essentielle. Comment lier la transition écologique avec la justice sociale? Quelle priorité? D'abord le porte-monnaie ou d'abord prendre soin de notre terre, de l'environnement? On voit bien tout le temps que c'est l'exigence économique qui prime tout le temps sur l'exigence environnementale. Parce qu'il faut que les gens vivent, il faut réussir à trouver un emploi pour tout le monde, que tout le monde s'en sorte. Et effectivement, notre mode de vie est excessif en consommation d'énergie, excessif en consommation de tout. Et effectivement, comment est-ce qu'on peut concilier? J'aime pas beaucoup le mot de décroissance. C'est pas une utopie viable, d'après vous, la décroissance? Je pense que la décroissance, c'est quelque chose que chacun peut s'appliquer à lui-même en devenant un consommateur intelligent, attentif, si vous voulez. Ça, on peut appeler de la décroissance sur ses propres choix de vie personnels. Mais on voit comment c'est compliqué de se partager les produits de la croissance. Et donc je m'interroge comment on va se partager les produits de la décroissance. En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas à équilibrer un peu des richesses absolument excessives et puis des pauvretés qui s'étendent. On n'arrive pas à rééquilibrer ça. C'est la fiscalité qui peut le faire. C'est la fiscalité qui peut le faire. Et en même temps, on voit l'équation complexe, que si on met une fiscalité forte, ceux qui payent des impôts vont se barrer. Donc c'est un jonglage extrêmement délicat, c'est un ajustement difficile, quoi. Et donc on a vu que des mesures qui sont prises un peu partout en Europe de taxer effectivement les produits qui émettent beaucoup de gaz carbonique, c'est une taxe carbone, effectivement, une sorte de taxe carbone. Quand elle vient se rajouter au mode de vie déjà modeste de certaines personnes, ça explose. Donc faire une pause ne vous choque pas? Faire une pause justement parfois dans... Non, je pense que ce qui est important, c'est de rétablir la paix économique, la paix sociale, de manière à ce que les gens repartent du bon pied et en n'ayant pas l'impression qu'ils se sont fait avoir après tant de mobilisation. Ça, c'est important. Et néanmoins, sur le moyen-long terme, les grands économistes, je pense à Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, continuent à dire que finalement, pour vraiment faire changer profondément les comportements, il n'y a pas d'autre solution
que d'imposer une taxation du carbone assez lourde. On parle de 100 € la tonne de carbone, ce qui renchérirait beaucoup de produits, mais aurait pour conséquence de modifier les comportements. Est-ce qu'on une voie faisable? On a vu quand le baril était à 100. Il y a une partie de l'économie qui a commencé à se stabiliser, s'arrêter. Il y a eu des débuts de récession importante, quoi. Donc c'est ce jonglage permanent qu'il faut faire avec la juste mesure. Moi, je suis à l'Académie des technologies. Ce sont des gens qui sortent de l'industrie, qui sortent de la vie. Voyez, ils savent ce que c'est qu'un kilowattheure. Et donc, on m'en a parlé à un moment donné de mettre une taxe progressive à 35, 50, c'est déjà beaucoup, c'est déjà appliqué, 50 dans les pays scandinaves. C'est ce qu'il faudrait arriver à faire, le principe simple du pollueur-payeur. Mais il y a des niches qui ne sont pas du tout taxées, comme le kérosène, par exemple. Le kérosène n'est pas du tout taxé, ça, c'est complètement anormal. Mais on sait la difficulté, c'est que du coup, il faudrait le taxer au niveau européen, autrement... Voire mondial. Voire mondial. Mais on l'a vu, autrement, évidemment, ça pénalise nos propres compagnies. Les Chinois, ils disent, si vous taxez, moi, je ne viens de pas faire le plein chez vous et je ne m'arrête pas chez vous. Quoi. Je ne vous achète pas les avions. Enfin, donc, il y a des pressions économiques. Et on arrive toujours à la même chose, c'est que la pression économique est toujours plus forte, quoi. Et la taxe carbone, elle est logique. Alors maintenant, comment vérifier effectivement ce qui se passe? Alors, il y a des satellites qui vont être lancés, qui sont d'une grande précision et qui vont permettre, si vous voulez, d'arriver à localiser certaines émissions importantes. C'est-à-dire de localiser les usines qui émettent le plus de carbone, par exemple? Oui. Des satellites pour faire la délation d'entreprises plus polluantes. De la mesure. Mais après, le but, c'est bien de les taxer plus, j'imagine. Ils seront sur la liste, si vous voulez. C'est comme les paradis fiscaux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Après, ils sont sur la liste. Name and shame, quoi. Nommer. Oui, mais je crois que les organisations non gouvernementales, qui aujourd'hui, il y en a beaucoup, qui sont extrêmement structurées, sont assez fortes aujourd'hui pour montrer du doigt, sont écoutées, et elles ont la population avec elles. Donc, pour faire changer les choses, c'est efficace. Vous dites la difficulté politique. Vous dites la difficulté politique de trouver les bons outils, le bon ajustement. Comment vous avez vécu, Jean-Louis Etienne, la démission de Nicolas Hulot? On était à la fin de l'été. J'étais en direct, je l'écoutais. Et alors Et donc, j'ai dit, attends, non. Ben oui. Vous lui en avez voulu? Non, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Nicolas était arrivé à un moment donné, il était fatigué. Vous échangiez avec lui? Oui, je l'avais vu quelque temps avant. Et j'étais arrivé dans son bureau, il m'avait pris comme ça, il m'a dit, putain, ils veulent rien, ils veulent pas les éoliennes, ils veulent pas le nucléaire, ils veulent arrêter les énergies carbonées. Il avait à gérer, c'est un énorme ministère qu'il avait, de l'énergie, à l'environnement, la biodiversité, c'est la marche du monde, c'est tout, vous voyez. Mais si lui n'y arrive pas, vous dites que quelqu'un d'autre peut y arriver? Nicolas était porteur d'un idéal. Il est évident qu'il a, quand on est porteur d'un idéal, on a certaines fragilités, si vous voulez. Il n'est pas issu des remparts politiques. Moi, c'est un poste qu'on m'a proposé il y a longtemps. Le président Mitterrand m'avait proposé ce poste-là. Et donc, il voulait pour moi une carrière politique, un accompagnement aux législatives et me proposait le ministère de l'Environnement. Il se trouvait que je partais à l'Érébus. Et il me dit, qu'est-ce que c'est l'Érébus? J'ai dit, président, c'est un volcan en Antarctique. Il m'a regardé, il m'a dit, là, je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Et je suis sorti de l'Élysée en me disant, mais j'ai fait une bêtise. Donc je suis allé m'épancher auprès d'Haroun Tazieff, que je connaissais, qui avait été secrétaire d'État aux catastrophes naturelles majeures. Et Haroun m'avait dit, sans l'air comme ça, il me dit, on n'est pas taillé pour ça. Il m'avait dit, c'est quelque chose qui est constitutif de la personne, qu'il faut commencer très jeune. C'est une ambition qui mûrit très très jeune. Il me dit, on était trop sensible pour faire ça. Je pense que Nicolas Hulot, il avait tout pour faire le job, c'est-à-dire qu'une expérience déjà dans le milieu politique, ça fait longtemps. Il avait, souvenez-vous, il est là avec les chefs d'État depuis longtemps. Et il s'est heurté à quelque chose qui est difficile à conjuguer. Donc il faut un profil plus politique, en fait, finalement, pour ce type de poste, le ministre de la société civile. Oui, mais quelqu'un qui connaît le sujet quand même. Comme notre ministre à l'heure actuelle connaît bien le sujet. La politique, c'est l'art du compromis en même temps. Vous pouvez avoir un idéal et puis vous dire, voilà, il y a des choses qui sont possibles, d'autres peut-être pas tout de suite. Oui. Et c'est un peu ça qui a été reproché à Nicolas Hulot. Au fond, c'est d'avoir baissé les bras, finalement. Il y a un discours extraordinaire de Jean Jaurès en 1903, le discours à la jeunesse de Jean Jaurès, où il dit rester dans l'idéal tout en comprenant le réel.
Vous voyez, c'est ce mariage, exactement ce que vous dites, cette conciliation qui est entre une exigence d'un idéal, effectivement, mais essayer de marier ça avec le réel. C'est un sujet d'une grande complexité, parce qu'on touche à l'énergie quand on parle du climat. Si on ne parle que du climat, hein, il y a la biodiversité qui est touchée, c'est autre chose aussi, mais que du climat, on touche à l'énergie. Et donc, la solution, elle n'est pas simple, elle va venir sur la durée. Un exemple où on pourrait agir, le citoyen, il y a dans le nord-est de l'Australie un réservoir de charbon colossal. Les Australiens ont confié ça à l'Inde. Donc il faut ouvrir une brèche dans la barrière de corail pour faire passer les bateaux. Si on veut être actif contre ce truc-là, alors moi j'étais contre, j'en ai parlé à une assemblée de banquiers, ils m'ont dit oui mais c'est quand même 10 000 jobs. J'ai dit 10 000 jobs, mais pour combien de morts? Combien tue la mine? Combien tue la silicose? Combien va tuer aujourd'hui le réchauffement climatique lié à ça? Donc c'est une vision qu'il faut au-delà. Et alors, on a encore une vision très court-termiste exactement. En réalité. Et donc, quand j'en parle au grand public, je dis, vous pouvez agir. Si vous vous rendez compte que votre banque, elle investit dans cette mine charbon en Australie, vous dites à votre banquier, moi je sors d'ici parce que voilà, c'est un peu le rôle et l'action que peut faire le citoyen. Alors pour terminer cette année, Jean-Louis Etienne, et pour augurer cette nouvelle année qui s'annonce, quels conseils justement donneriez-vous à nos auditeurs, à nos téléspectateurs pour qu'ils s'arrogent justement, qu'ils prennent cette responsabilité et à leur niveau, qu'ils deviennent acteurs de la préservation de la planète Terre? Je leur dirais d'abord que le réchauffement climatique est une réalité. Ce n'est pas quelque chose de perceptible. Ça ne se perçoit pas. Je l'ai évoqué, la planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Ça ne se perçoit pas, donc ça ne se discute pas. Et donc on est chacun acteur, producteur de CO2, acteur du changement climatique, et on doit être aussi acteur de la solution. Et acteur de la solution, on le rabâche tout le temps, c'est économie d'énergie. J'ai vu qu'à l'heure actuelle, il y a des facilités pour changer les fenêtres. Ça paraît comme ça, on va changer la fenêtre. Mais si vous passez devant une maison avec des capteurs à infrarouge, vous vous rendez compte de la chaleur qui est perdue sur les fenêtres qui ont une seule vitre et qui sont mal fermées, etc. Donc ça, c'est un acte. Commencer à la maison, isoler le toit, changer les fenêtres. Il y a des facilités aujourd'hui. Faites attention à vos transports, Blablacar ou je ne sais pas quoi, transport en commun. Donnez l'acteur. Et il y a du fun à faire ça. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'avoir accepté de passer cette fin d'année en notre compagnie. On va se retrouver évidemment l'an prochain tous ensemble pour une nouvelle émission, un nouveau grand rendez-vous en partenariat avec CNews et les Échos. Je vous souhaite à tous une très très belle fin d'année de la part de toute l'équipe du Grand Rendez-vous, et j'y associe bien sûr Jean-Luc Arblade, notre réalisateur, et Isabelle Moureau qui est notre programmatrice très efficace. Très bonne année à tous. Merci beaucoup Hélène, merci. Très belle année aussi, effectivement, en 2019, qu'on souhaite sans trop d'excès du climat. Très très belle année à vous tous.